Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Question de preuve enregistrée le 3 décembre 2020. Les médias sociaux et leur gestion pour que la fête continue. Vous écoutez Question de preuve, notre podcast qui vise à transmettre de l'information juridique, à faire avancer la pratique du droit et à favoriser l'accès à la justice. En collaboration avec Ulex Avocats et Stratèges, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Question de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, la responsabilité des administrateurs, la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts, avec la participation des avocates et avocats de Ulex, ont une portée commerciale générale tout en étant rigoureusement et intellectuellement stimulant. Abonnez-vous à Question de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat et cofondateur de Rivercast Media. Aujourd'hui, je vous cache pas que je me suis gardé personnellement cet épisode, non seulement parce que je m'entends bien avec notre invité, qui est de retour, que peut-être je pourrais le challenger un peu, mais aussi parce qu'on aborde un sujet qui me tient à cœur, qui n'est pas suffisamment discuté dans le milieu juridique, en tout cas du point de vue relation avocat-client, mon invité peut-être pourra me corriger, ou encore du point de vue des conseils juridiques qu'on doit offrir à nos clients à propos de ce sujet. Donc, de quoi qu'on parle? Des médias sociaux, de la gestion des médias sociaux et de leurs impacts juridiques et un peu sociétaux. Avec qui on va en discuter? Ben, c'est mon ami Frédéric Letendre, avocat, fondateur chez Ulex, avocat et stratège. Frédéric, avec l'épisode sur l'or noir et les podcasts 4 questions en entrepreneur, tu n'as pas besoin d'introduction. On invite les auditeurs à aller écouter les épisodes, mais ceci dit, bienvenue, bon retour. Merci beaucoup. C'est toujours un privilège et surtout un grand plaisir d'échanger avec toi pendant une heure où la Terre arrête de tourner. Oui, puis tu sais, une heure, en tout cas, ça fait déjà comme 20 minutes qu'on est en discussion. On a parlé de plein de choses. Souvent, ça tourne beaucoup autour de la technologie et le droit. Tu m'as quand même fait sourire quand tu m'as dit que tu étais intéressé au droit spatial pour les 11 personnes qui sont dans l'espace aujourd'hui, mais peut-être que ça fera partie d'un épisode un jour. Effectivement. À un moment donné, je pense qu'il faut être curieux. Et de deux, si j'avais pas eu cette idée-là en 93, en fait 94, de faire du droit de l'Internet ou des technos, ben j'en ferais pas aujourd'hui. Alors que peut-être que dans 15 ans, je vais faire du droit de l'espace quand on va envoyer nos enfants autour de la Terre ou sur la Lune. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est sur les réseaux sociaux, une première partie, un peu la jeunesse, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Puis ensuite de ça, en deuxième partie, peut-être s'en aller plus dans le crunch juridique, là, disons, c'est quoi les défis puis les pièges là, qui peuvent attendre nos clients. Les questions à se poser, c'est nos outils juridiques sont-ils adaptés à tous les concepts de réseaux sociaux et c'est quoi les attentes qu'on devrait avoir envers nos plateformes numériques. Donc, tu sais, c'est un échange donnant-donnant et on a un peu de difficulté souvent, nous autres les juristes, à naviguer là-dedans puis surtout conseiller nos clients à qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je suis d'accord avec toi, puis c'est un enjeu important. Écoute, d'entrée de jeu, puis je ne vais pas essayer de divulgacher le reste de l'entrevue, mais je pense que notre système juridique est assez mal adapté en général à cet environnement-là, l'environnement numérique, en ce sens qu'on a affaire à un environnement qui est transfrontalier, sans frontières, et qui est instantané, qui est un peu le contraire de notre système juridique, pas très instantané. Tu as raison. Cependant, on dit tout le temps que le système juridique n'est pas vite à s'adapter, mais là, si on fait un historique, on est quand même 20 ans là, d'histoire avec les réseaux sociaux. Tu te souviens du Web 2.0 pardon, au début 2000, mais juste LinkedIn, entre autres, 2002. Oui. En fait, on commence bien avant ça. Notre contact comme, je dirais, monsieur, madame, tout le monde commence quelque part au milieu des années 90 dans ce qu'on pourrait appeler le Web 1.0, là, où essentiellement nos sites web de l'époque étaient une brochure plus ou moins interactive. Et pour contacter l'entreprise, ben, tu devais soit encore utiliser le téléphone. Je suis convaincu que certains sites web indiquaient également le numéro de fax de l'entreprise. Et éventuellement, des entreprises se sont mis à utiliser plus largement le courriel là, dans la deuxième moitié des années 90. Je dirais que pour les avocats, un des gros, puis pour la société en général,
des tournants majeurs et ce qui a vraiment commencé à nous donner des maux de tête, c'est l'arrivée des médias sociaux au début des années 2000. Tu l'as dit, là, LinkedIn 2002, Facebook 2004, Twitter 2006. C'est ce qu'on appelle le Web 2.0. Le Web 2.0 est né dans les années 2003-2004. C'est ce web qu'on utilise très largement aujourd'hui qui permet à tout un chacun d'échanger des commentaires, produire des commentaires, copier, partager, modifier des commentaires. Les médias sociaux et maintenant beaucoup de sites web et autres applications sont appuyés sur ce phénomène d'échange 360 degrés où tout le monde devient essentiellement un mini-éditeur de contenu. Avec du plus ou moins bon contenu. On vient de passer à travers des élections américaines. On a vu du pire et du meilleur. Mais tout le monde a droit au chapitre et c'est un peu troublant. Et c'est ce qui est difficile pour nos tribunaux à contrôler. Cependant, il y a des solutions dont on parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait qu'on parle de contenu généré par les utilisateurs. Tu m'as indiqué CGU. Ça fait rire un peu. C'est comme n'importe qui peut se prendre un micro puis peut partir un podcast. Hein? Écoute, je pense qu'on est deux beaux exemples de ça. Deux gars bien ordinaires qui décident de se parler puis de faire une émission qui va être diffusée sur le web. Effectivement. Et de façon beaucoup moins drôle, on voit, on vient de passer à travers les élections américaines où on a vu que tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi et son contraire dans la même minute. Ce dont je suis très, très content et c'est ce que je plaide depuis des années, c'est que les très gros joueurs, les GAFAM notamment, et tout propriétaire de plateforme qui permet la communication doit, d'une façon ou d'une autre, intervenir dans la qualité des contenus et, dans une certaine mesure, la véracité des contenus qui vont être échangés sur sa plateforme. Et je suis très content de la position de certains médias sociaux, Twitter notamment, qui ont commencé à taguer ou étiqueter avertir les utilisateurs que tel ou tel contenu est faux ou d'aller vérifier leurs sources ou autre. Ce n'est pas un tribunal qui leur a imposé de faire ça. C'est la direction qui a dit non, ça n'a aucun maudit bon sens. On ne peut pas laisser faire ça. Et j'étais très content de voir qu'ils sont allés jusqu'à bloquer le président des États-Unis. Ces joueurs-là, particulièrement les très, très gros, évidemment, sont des États dans l'État. Quant à moi, ils doivent se comporter, ou en fait, ils doivent avoir un comportement éthique proportionnel à l'importance qu'ils ont dans la société. Mais ça, c'est un commentaire purement éditorial. Là. Ce que les tribunaux du Québec, puis d'ailleurs dans le monde, viennent nous dire, c'est à partir du moment où tu offres une tribune, tu dois aussi offrir des moyens de contrôle. Et si toi, qui contrôles la tribune, tu as connaissance de contenu incorrect, tu dois poser certains gestes pour corriger. On parle, entre autres, Section 230 aux États-Unis. Et j'invite tous nos éditeurs à lire le livre de Jeff Kozis, qui c'est The 26 Words That Created the Internet. Le Section 230, c'est juste 26 mots. Vraiment, vraiment bien écrit, mais ça permet justement aux plateformes comme Twitter de faire de la gestion de ce qui est publié sur leur site sans qu'ils deviennent un distributeur là, donc c'est pas nécessairement une plateforme médiatique, ça a été créé par les utilisateurs. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, à partir du moment où Twitter commence à taguer, on voit l'émergence de d'autres sites. Là. Les républicains sont très forts sur Parler maintenant aux États-Unis. Parler, c'est comme, en tout cas, ceci dit P-A-R-L-E-R qui s'appelle Parler. Donc, on voit que le côté un peu plus radical là, de la branche républicaine s'en va maintenant s'époumoner sur la plateforme Parler. Mais pour revenir à nos moutons, les médias sociaux, c'est quoi aujourd'hui? 2,77 milliards d'utilisateurs. On a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Désolé, mais TikTok, je ne suis pas rendu là. Je suis rendu clairement trop vieux pour ça. Ask.fm. Tout ça a des cycles de vie. Là. Parle-nous un peu de l'image là, des médias sociaux là, qu'on a présentement. Écoute, c'est intéressant parce que tu dis que tu es trop vieux pour TikTok alors que, d'un, on a à peu près le même âge. Mais c'est rendu que je conseille à tous mes clients qui lancent un nouveau produit, un nouveau service, le moindrement numérique,
de réserver tout de suite 5 pages au nom de leur nouvelle marque ou de leur nouvelle entreprise. Qu'ils s'en servent ou pas, ils vont peut-être devoir s'en servir, mais automatiquement, je leur demande d'aller chercher une page Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok. Incroyable. Parce qu'en Occident, c'est les plateformes sur lesquelles ça se passe. Bon, TikTok, assez asiatique aussi. Puis il y a d'autres plateformes auxquelles, en Amérique du Nord, on a moins accès ou où on va moins. Là. Il y a quand même des plateformes qui sont propres à des grands groupes chinois, indiens ou autres. Là, mais il ne faut pas négliger ces autres plateformes-là. Mais en ce qui nous concerne ici, c'est les 5 principales dont je viens de parler. Et pour discuter avec mes enfants, quand même sur une base régulière, c'est quand même mes enfants, ils me sortent tous les mois le nom d'une nouvelle plateforme. Ils te le disent, c'est quand même chanceux parce que normalement, ils ne veulent pas que leurs parents soient sur la même plateforme qu'eux. Donc, Ah non, mais ça, c'est 2 choses. Je ne te dis pas que je suis connecté avec eux. Okay. Je suis connecté sur leur compte hypocrite de Facebook, mais sur aucune autre des plateformes. OK? Mais ça pour dire qu'on en parle, puis ils me donnent des noms dont j'ai aucune idée. Là. Je suis comme toi, je suis dépassé. Et je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en com marketing, où j'enseigne les aspects légaux à des gens qui vont se retrouver en agence. Et bien honnêtement, je donne ce cours-là depuis 2008 maintenant. Une des raisons pourquoi je le donne, c'est pour rester connecté sur cette base-là, sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles plateformes, sur les nouveaux mots, les expressions à la mode, sur ce qui se passe. Et honnêtement, année après année, les étudiants m'en apprennent certainement au moins que je leur en apprends sur des sujets différents, mais ça bouge à une vitesse phénoménale. À un moment donné, c'était Ask FM, là, quand mes enfants sont grands maintenant, Cégep Université, quand ils étaient au secondaire, Ask FM, c'était comme la plateforme des ados, pré-ados, qui, en fait, au début, imposait très, très peu de règles et a fait la manchette parce que a permis ou a toléré énormément de cyber-intimidation et s'en est suivi quelques suicides. Et ça, c'est documenté. Et d'ailleurs, maintenant, Ask FM, qui existe encore, qui est moins populaire qu'avant, a une section dédiée à la cyber-intimidation, en fait, à la prévention de la cyber-intimidation. Okay, quand même. Mais ça, on va parler un petit peu plus tard, vers la fin de notre discussion, là, sur les moyens qu'on peut prendre, puis qu'est-ce qui est fait pour, justement, contrer certains phénomènes propres aux médias sociaux. Dans la préparation de l'épisode, tu me fais une mise en garde, par exemple, tu me dis, écoute, Hugo, il n'y a pas juste ça comme médias sociaux, c'est pas juste nécessairement les plateformes qu'on connaît, c'est une conception un peu plus large, les médias sociaux. Il y a les blogs des entreprises, il y a des blogs privés, des sections commentaires sur un site comme Rivercast Media, sur le site de la presse. Il y a d'autres types de plateformes de partage de contenu. Donc là, c'est un peu une mise en garde de dire, OK, il faut faire attention, les médias sociaux, c'est pas juste ce qu'on connaît comme plateforme. C'est ça. Quand je parle de médias sociaux ici, c'est effectivement une conception beaucoup plus large. C'est toute plateforme où on peut échanger nos fameux CGU, contenus générés par les utilisateurs, ou plus communément appelés les UGC, User Generated Content dans le jargon. Mais en gros, c'est toute plateforme qui permet ça. Donc, effectivement, le dépanneur au coin de chez vous a un espace, un lieu, une page, peu importe, où on peut échanger sur la vie de quartier, sur peu importe, la dernière partie de softball qui n'aura pas lieu parce que tout le monde est confiné. Peu importe, on donne un lieu où on peut échanger. Ce dépanneur-là, le propriétaire du dépanneur, opère un mini média social et a certaines responsabilités lui aussi. Comme entreprise, les Canadian Tire, McDo et compagnie, même chose. Et bien honnêtement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas implanté ce type de plateforme-là sur notre site web de bureau d'avocat, c'est qu'on ne veut pas avoir à gérer l'ensemble de ces commentaires-là. On s'en remet plutôt aux plateformes traditionnelles, Facebook, LinkedIn, Twitter, où on va exercer un certain contrôle sur les commentaires, mais on ne voulait pas entrer dans la game de pouvoir échanger via notre site web ou une application, peu importe, avec différents utilisateurs. Donc, les avocats, on aime les définitions. On aime les critères. On va essayer de restreindre ce qu'est un média social en parlant de critères. Tu m'en partages 6. Si tu veux commenter un peu. Bon, on a le fameux contenu généré par les utilisateurs. Deuxièmement, ça prend une communauté. Oui, donc ça prend du monde. OK. Et si on devait effectivement
définir média social en termes techniques, on pourrait certainement retrouver les 6 éléments dont on a discuté, que je vais nommer dans quelques instants, mais on pourrait certainement retrouver ces 6 éléments-là dans la définition, c'est-à-dire que, effectivement, ça nous prend du contenu généré par nos utilisateurs, notre communauté. Donc, 2, ça nous prend une communauté qui vont échanger ces fameux contenus-là. Ensuite de ça, on a des termes un petit peu plus techniques, interopérabilité, instantanéité, globalité et information. En gros, tu peux accéder aux plateformes, créer des contenus, échanger des contenus, générer des contenus, tout ce que tu veux, sur n'importe quel appareil, en fait, ton téléphone, ta tablette, ton ordi, ce que tu veux. Ça, c'est l'interopérabilité. On passe d'une plateforme à l'autre. C'est pas juste un journal papier. C'est pas très interopérable, strictement sous ce format-là. Facebook qui est disponible sur tous les appareils possibles. Instantanéité, ben, ça se passe de commentaires, c'est-à-dire que c'est maintenant. Très peu de pas en arrière qui est possible de faire. Globalité, ben, c'est mondial. À moins qu'un pays ou une région ou autre bloque certains contenus, ben, ta plateforme est accessible à tout le monde tout le temps. Et enfin, information, ce sont, pas besoin de commenter très longtemps là-dessus non plus, des océans d'informations. Ce sont des univers d'informations. Pourquoi on peut utiliser les LinkedIn, Facebook et compagnie gratuitement? C'est qu'il y a tellement d'informations qui est vendue et revendue à travers ces plateformes-là, que vous le sachiez ou non, ça devient des mines d'or. Et là, on retombe dans notre épisode L'or noir, qu'on a fait il y a déjà un certain temps, toi et moi. Mais en gros, ça devient une source incroyable de profit potentiel parce que vous avez accès à une quantité effroyable d'informations, du moins ces gros joueurs-là. Ah, absolument. L'or noir, l'épisode 20 du podcast Question de preuve. J'ai une question, on n'en a pas discuté avant l'épisode. Un utilisateur qui est dans une plateforme qui est sociale, qui remplit toutes les conditions 1 à 6, mais qui ne participe pas, qui fait juste lire. Oui. Ça en fait quand même un participant. C'est un utilisateur. Un utilisateur. À partir du moment où tu t'es ouvert un compte ou tu accèdes à une plateforme quelconque, cyberpresse ou n'importe quoi, tu deviens un utilisateur de cette plateforme-là ou de cette communauté-là. Ou de si tu vas là juste pour lire, ben, tu es là juste pour lire puis tu consommes du contenu, tu n'en fabriques pas. Si tu vas là pour commenter allègrement, ben, tu es un créateur de contenu. Il n'y a pas de... Je ne vois pas d'enjeu particulier à ce stade-ci. Cependant, on va le voir plus loin. Si vous décidez de participer, ben, il y a peut-être des conséquences à ça si vous ne participez pas bien. Ben, on met la table, on va prendre une petite pause. Après la pause, on va parler des médias sociaux, des impacts. Là, un peu, ça va toujours un peu tourner autour de la diffamation ou d'être un mauvais utilisateur ou un mauvais partageur. Nous sommes avec Frédéric Letendre, avocat, cofondateur chez Ulex, avocat et stratège. Frédéric qui est un habitué du podcast. On a beaucoup de projets ensemble, qui est aussi, semble-t-il, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Merci de nous l'apprendre aujourd'hui. Donc, une petite pause, chers auditeurs. On va revenir avec le crunch là, du podcast, juridiquement, les impacts des réseaux sociaux. Le podcast Question de preuve, produit et réalisé par Rivercast Media, est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux, la facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que 3 mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les ordres professionnels. La plupart des épisodes de Questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires à saveur de cours magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vaquant à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre 2 coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Question de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 $. En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 $ l'heure de formation. Tous les détails dans la section Question de preuve du site rivercastmedia.com.
Nous sommes de retour avec Frédéric Letendre et on parle des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur la société, des nécessités de bien gérer pour que la fête continue, comme nous indique notre invité aujourd'hui. Frédéric Letendre, médias sociaux, c'est fameux les drunk tweets, tu sais, quand c'est pas le temps de tweeter puis on a 2 verres dans le nez, on peut dire un petit peu des niaiseries. Tu commences dans la suite d'idées relativement à médias sociaux et diffamation, donc les problèmes qu'on peut dire sur les médias sociaux. Tu parles de l'affaire Awada contre Magnan de la Cour supérieure. C'est allé en appel, mais l'appel a été rejeté. Le petit point que tu me dis, c'est l'ère numérique modifie le rapport des citoyens à l'information. Celle-ci n'est plus l'apanage des professionnels de l'information. Chacun peut s'improviser pourvoyeur d'une information affranchie des mécanismes de régulation traditionnels. Les tribunaux deviennent finalement le seul rempart contre les abus et la diffamation. On met la table. On met la table, effectivement. En fait, j'aimais bien cette décision-là. Je ne veux pas tellement rentrer dans les détails, mais plus discuter de la dernière partie. Les tribunaux deviennent le seul rempart contre les abus et la diffamation. Mm-hmm. Et en intro, tout à l'heure, je disais qu'il y avait d'autres moyens et que je ne crois pas que le système judiciaire ou juridique soit bien adapté. Je vais un peu aller à l'encontre de cette affirmation-là. Mm-hmm. Les tribunaux ne deviennent pas le seul rempart, peuvent devenir le dernier rempart, mais pas le seul. Okay. En ce sens que les plateformes de médias sociaux, les plus grands, Facebook, LinkedIn et compagnie, ont mis en place depuis plusieurs années et ont resserré encore récemment les différentes règles d'utilisation, les conditions d'utilisation de leur plateforme et, comme on l'a vu dans les élections américaines récemment, sortent de plus en plus les dents et mettent de plus en plus leurs culottes pour dire ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. On commence à bannir des gens. Donc, le premier rempart, c'est la plateforme en tant que telle, c'est-à-dire que c'est les administrateurs, administratrices de l'entité ou de la page ou du groupe ou autre qui va faire une première sélection et qui va retirer des commentaires, mettre des commentaires en quarantaine, donner des avertissements, jouer un peu à la police, allant jusqu'à bannir d'un groupe ou bloquer des gens carrément, bloquer d'un groupe certaines personnes ou les retirer du groupe. On parle de groupes privés, par exemple, sur Facebook. Okay. L'administrateur va avoir un grand pouvoir sur qui fait partie du groupe ou pas. Je vais donner un exemple. Là, en faisant des recherches pour notre entrevue d'aujourd'hui, je suis tombé sur un groupe Facebook privé et je vais vous donner certains exemples de conditions que les administrateurs ont eux-mêmes prévues. Si tu veux être admis dans le groupe, okay, il faut que tu te conformes à ces règles-là et ce n'est pas un contrat que tu signes. Les règles qui sont là, est-ce que tu veux jouer dans notre groupe selon les règles du jeu ou pas? Et ça va de règles comme celle-ci. Toute personne manquant de respect seront sanctionnées, indépendamment de la position que vous défendez, même si vous vous sentez offensé. Cela ne justifie pas une réponse offensante. Si vous considérez qu'une publication ou un commentaire est inapproprié, signalez-le aux administrateurs en cliquant sur « whatever ». Ne débutez et ne renchérissez pas aux condamnations du groupe. Modération et sanctions. En gros, les administrateurs se donnent le droit de bloquer un membre et, ultimement, de l'exclure du groupe. Bien, ça commence là. Ouais, tout à fait. Et tu n'as pas de mise en demeure à envoyer. Évidemment, tu peux, si tu fais bien les choses, si tu as une bonne gouvernance de ce groupe-là, tu vas envoyer un avis, 2 avis. Tu vas essayer de modérer le truc. Mais ultimement, en quelques heures, en quelques jours, tu peux bannir cette personne-là du groupe. Basta, le problème est réglé. S'il avait fallu que tu attendes une décision d'un tribunal quelconque pour faire ça, de un, je ne sais pas si les tribunaux iraient jusqu'à bannir quelqu'un d'un groupe. Il faudrait voir comment on pourrait construire ça pour obtenir éventuellement une injonction. Ça coûterait une fortune, puis ça prendrait des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais la question que moi, j'ai tendance à vouloir te poser, donc ils font ces règles-là pour rendre des règles de conduite, finalement. C'est pas illégal de faire des règles de conduite. Bien, au contraire, c'est encouragé. Parfait. Et quant à moi, la nouvelle étiquette ou la netiquette
dans ces groupes-là, c'est d'avoir des règles claires et de les faire appliquer. Mhm. Comme vous tous, je suis sur différents groupes sur Facebook et l'année dernière, justement, dans un groupe qui se spécialise en communication, marketing et autres, peu importe, il y a une ou deux personnes qui ont été expulsées du groupe par l'administratrice parce que les gens tenaient clairement des propos qui étaient inappropriés dans le contexte. Ils ont été avertis 2 fois. Ils se sont fait radier du groupe. Basta, à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas tolérer des commentaires sexistes, diffamatoires ou autrement même criminels. Mhm. C'est un no-go. Mhm. Et si on veut un web propre, un web éthique, un web où on est prêt à laisser aller nos enfants, ben, il faut que chacun mette ses culottes. Là. Ouais, ça commence par l'utilisateur. Mais c'est pas nouveau, tout ça. Donc, ce genre de modération-là ou la diffamation qui peut être extraite de commentaires ou qui vient des médias. Les médias sociaux, il y a quand même le mot média. On revient aussi loin qu'un dossier de 1988 où que la Cour d'appel s'est penchée en 94, Radio-Canada contre Radio Sept-Îles, qui a donné un peu une genre de définition, la Cour d'appel qui nous dit génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal qu'on en dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auquel on l'expose. Donc, on remonte vraiment loin. C'est un dossier de 88, là. Oui, et ça, ben, on le voit, le Radio-Canada, Radio Sept-Îles, on n'était pas du tout sur Internet. Il faut se rappeler qu'on va tenter d'appliquer le même droit dans le web ou dans le numérique que dans la vie réelle, avec tous les ajustements que ça nécessite. Mais cette définition de la diffamation est assez constante. Elle est reprise quand même depuis 25 ans. Ce que j'aime de cette définition-là, c'est que contrairement à ce que plusieurs croient, on comprend bien que la diffamation n'est pas obligatoirement un fait faux, n'est pas un mensonge ou une menterie. Ça peut être un fait vrai, mais qui va effectivement atteindre injustement la réputation de quelqu'un. Ah, OK. Faut faire bien attention, là. Une certaine croyance populaire veut que... Oui, on a un réflexe de dire que tant que si c'est vrai, on est correct. C'est ça. Et non. Toute personne a le droit à sa vie privée. Et bien honnêtement, ce qui se passe dans ma cour en arrière de chez nous, je ne suis pas une personnalité publique, ben, ça doit rester dans la cour en arrière de chez nous. T'sais? Donc, quelqu'un qui diffuserait des photos de moi en train de faire je ne sais pas quoi, un voisin prend des photos de chez nous puis les diffuse, ben, ça va être un fait vrai, c'est-à-dire que je suis sur la photo en train de faire je ne sais pas quoi, je ne peux pas le nier, c'est moi qui est en train de faire cette chose-là. Cependant, s'il le publie et que ça porte atteinte à mes réputations, ou si tout le monde se met à rire de moi, ou si je perds ma job à cause de ça, ben, ça demeure un fait vrai, mais qui a une conséquence. Et on revient à nos 3 bases en matière de dommages, là, où ça prend le dommage, la faute et le lien de causalité. J'ai une faute qui est de prendre la photo et de l'utiliser illégalement. Mon dommage, j'ai perdu ma job, mais est-ce que j'ai perdu ma job à cause de la photo ou autre? Bon. Mais reste que ce ne doit pas être que faux. Primo. Secondo, notre bulle de vie privée varie en fonction de qui on est. Je ne vois pas pourquoi demain matin, on fera une caricature de moi dans la presse, alors qu'on s'attend tous à avoir une caricature d'un ou l'autre de nos premiers ministres, ministres ou personnalités bien en vue du Québec ou du Canada. Tu t'attends à ça. Ouais. Comme individu, comme kidam, tu ne peux pas t'attendre à ça. Ce ne serait pas raisonnable. Donc, en fonction de ce que tu fais, qui tu es, le rôle que tu as joué dans la situation X, Y, Z, ben, va influencer beaucoup sur la décision de la Cour à l'effet de est-ce que c'est de la diffamation ou pas. Bon. La question qui doit te brûler les lèvres, c'est OK, ça c'est bien beau, mais j'ai encore 20 slides en avant de nous autres, fait qu'il y a plein de questions qui me brûlent les lèvres. Constance nous l'a dit, on en a pour 8 heures ensemble. Non, mais la question qu'on se pose et que les gestionnaires de communauté nous posent et les opérateurs de sites et compagnie, c'est de dire, OK, mais moi, j'applique ça comment? Je fais quoi? Là? Je suis qui, moi, pour décider que
ça c'est admissible ou pas admissible, ou que c'est de la diffamation ou pas de la diffamation. Bon, Mhm. malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a du bon gros jugement, là. Est-ce que ça semble correct ou pas? Et ensuite de ça, on va se poser des questions sur le contexte. Est-ce que c'est approprié de tenir ces propos-là? Est-ce que, évidemment, dépendant des sites, dépendant des plateformes, le type de commentaire ne sera pas le même. Donc, Ouais. certaines plateformes vont tolérer un certain vocabulaire ou un certain ton ou une certaine légèreté, tandis que d'autres vont être peut-être plus stricts, plus rigoureux, moins tolérants. Le ton sur 4chan n'est pas pareil comme le ton sur LinkedIn. Tu sais. Genre, tu sais. Et je peux m'attendre à ce que les commentaires faits sur la plateforme du Devoir ou du Canadian Tire ne soient pas nécessairement les mêmes que chez Paris, le fameux bar de danseuses à Montréal. Bon. Tout à fait. Et les commentaires sur chacun peuvent être tout à fait appropriés pour chacun, mais pas nécessairement sur l'autre. OK. OK? OK. Sans être pour autant diffamatoire. Après ça, c'est une question de jugement, de ligne éditoriale. Et dans ce contexte-là, la direction de l'entreprise doit être impliquée et doit donner un peu la direction aux gens qui vont devoir arbitrer ces fameux contenus-là. Là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui me permet d'enlever ou de ne pas enlever? Pourquoi je laisse? Pourquoi je ne laisse pas? Pourquoi je mets en quarantaine? Pourquoi je donne un avis? Mm. Si la direction vous dit non, non, écoute, permets-en, je veux que ça soit coloré, je veux du débat, je veux. Bon, ça, c'est une chose. Si, au contraire, la direction dit non, je ne veux pas de sacre, je ne veux pas tel type de commentaire, sans brimer la liberté d'expression, je veux quelque chose de très, très, très mainstream, par exemple, Ouais. ou très respectueux, mais on peut mettre en place des logiciels qui vont même filtrer certains types de mots et qui vont mettre en quarantaine automatiquement certains commentaires. Le problème dans notre clientèle, soit chez vous, start-up ou des plus petites équipes, c'est que normalement, on a souvent, peut-être pas normalement, mais souvent, on n'a pas de personnes ou d'équipes dédiées à la modération. Et là, donc, Exact. ça devient un boulet pour la société si jamais, justement, les commentaires les gens commencent à s'emporter parce que ça prend rien qu'un commentaire. Ensuite de ça, le feu peut prendre aux poudres. Là, donc, c'est peut-être problématique. Il y a la diffamation. Mais, puis je suis content que tu aies fait un segue vers les entreprises déjà. Il y a la diffamation, mais il y a aussi le harcèlement. Oui. Sur les réseaux sociaux, ça existe. Tu m'as partagé une décision du Ontario Labour Arbitration Oui. qui s'appelle Amalgamated Transit Union, local 113, là, contre Toronto Transit Commission, sur un dossier de 2016. Le lieu de travail inclut les médias sociaux de l'employeur, donc tu ne peux pas harceler un collègue de travail sur le réseau social de l'entreprise. Oui. Ben, et je te dirais que au moment où on avait préparé cette conférence-là, c'était octobre 2019, on était loin de penser qu'on allait se retrouver avec des lieux de travail à distance comme maintenant. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ce problème-là est exacerbé à partir du moment où tout le monde écrit des commentaires sur Slack ou sur... Ben, Slack, Teams, peu importe, là, toutes les plateformes dont on a entendu parler dans la dernière année qui étaient absolument inconnues de monsieur, madame, tout le monde avant. Là. Ouais. Mais reste qu'effectivement, il faut vraiment... Tu sais, les médias sociaux, c'est l'extension de la société. Si c'est l'extension de la société, ben, ça va être l'extension de ta maison, de ta cour, ça va être l'extension de ton lieu de travail aussi. OK. Je ne vois pas pourquoi, en fait, des commentaires qu'on ne peut pas tenir physiquement au bureau, qu'on puisse les permettre sur le Teams ou n'importe quelle autre plateforme de l'entreprise. Mhm. Mhm. Ce ne serait pas logique. Donc, effectivement, c'est une extension et il faut faire très, très attention. Et je ne vous dis pas que les employeurs doivent filtrer tous les commentaires qui sont faits dans tous les channels, les Teams, les canaux, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez en fonction de la plateforme que vous avez. On ne doit certainement pas tout contrôler, mais on doit avoir des politiques claires sur le harcèlement. Ça, je pense que c'est relativement facile à mettre en place. Et juste de prévoir dans ces politiques-là que les médias sociaux de l'entreprise font partie du lieu de travail. Mais là, on vient de régler un paquet de problèmes et ça donne plus facilement aussi la possibilité à l'employeur d'intervenir le cas échéant. Là. OK. Parce que l'employeur peut être condamné à payer des dédommagements. C'est ce que... Ben, écoute, si les médias sociaux, c'est l'extension du lieu de travail et qu'il y a une situation d'harcèlement, Mhm. ben, c'est les règles en matière d'harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel ou autres qui vont s'appliquer, puis ça va être les mêmes dommages qui vont être subis par l'employeur.
mêmes obligations. Mm. En faisant les adaptations nécessaires. Là. Ouais, tu me partages un jugement de la Côte du Québec. Jimmy Vallée, le juge, le 8 janvier 2019, GB Maternité contre Justine Claveau et Annie Quentin. Je félicite le juge Vallée, premièrement, Oui. d'avoir fait toute cette analyse-là et de s'être penché si profondément sur un dossier de 12 500 $. Il y a aussi un petit peu de prose dans cette décision-là où une des témoins nous parle de gazouillis et de babillage. On n'a pas besoin de se pencher, mais ça commence à être des exemples là, qu'on a tranquillement, que tu partages avec moi, que des dommages qui sont attribués à une société parce que là on a un peu le contraire. Là. C'est les salariés, les clients, des gens qui engendrent ou qui engagent leur responsabilité à l'encontre de certaines entreprises. Donc, il y a quand même un revirement de situation aussi. C'est pas juste dans le sens sur la plateforme de l'entreprise qui engendre que l'entreprise est dans le trouble. T'sais. Exact. Parce que ce n'est certainement pas toutes les entreprises qui ont une plateforme d'échange. Cependant, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont à tout le moins un groupe ou une page pro ou autre de Facebook, LinkedIn ou peu importe. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on renverse un peu, ou en fait, on étend le concept traditionnel auquel on aurait pu s'attendre. Une personne diffame une autre, mais c'est la personne qui a diffamé, qui est responsable, puis basta. Ici, on va beaucoup plus loin que ça. On vient dire, regarde, toi, comme propriétaire d'entreprise, bon, tu as une certaine responsabilité à l'égard de ce que tu vas dire, écrire, échanger comme information pour et au nom de l'entreprise ou avec ton chapeau de président-présidente. Mm-hmm. Mais ici, il faut se rappeler dans cette affaire-là qu'il y a une cliente qui a été particulièrement agressive à l'égard d'un tiers. En fait, une cliente de l'entreprise A qui prétend que l'entreprise B a volé sa propriété intellectuelle, peu importe. La cliente en met, puis en remet, puis en remet, puis affirme toutes sortes de faussetés et fait vraiment une campagne de salissage à l'égard de B. Ouais. Or, bien que l'entreprise A n'a pas nécessairement très activement participé à ça, elle l'a toléré et n'a pas fait en sorte de calmer sa cliente. Okay. Et ça, la Cour n'est pas très contente de ça. Donc, et l'entreprise et la cliente ont été condamnés à verser des dommages à l'entreprise B. Tu me permets de lire le paragraphe 120 de la décision du juge Vallée. J'adore ce qui est écrit. Même à notre époque, l'époque des technologies, de la désinformation et des fake news, le tribunal s'avoue stupéfait de constater à quel point les gens croient absolument n'importe quoi, ne font aucune recherche ou vérification sur l'origine, la véracité ou le bien fondé d'une affirmation et copient directement sur leur mur Facebook, comme s'ils en étaient l'auteur, le texte de quelqu'un d'autre, tout en demandant aux autres de le copier et de le partager à leur tour. Cela est tout simplement ahurissant. C'est pas moi qui le dis, là. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette décision-là. Je trouve que ici, le tribunal a mis ses culottes, puis a fait, tu l'as dit tout à l'heure, quand même une recherche assez exhaustive, une belle analyse. Ouais. Et c'est un jugement qui se lit bien et qui trace des lignes qui sont importantes dans à notre époque. Mm-hmm. Et pourquoi le juge a écrit ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, la campagne de salissage à l'égard de la société B, c'est un paragraphe qui a été écrit par la cliente de A, qui l'a diffusé dans son réseau, le réseau de la cliente de A et compagnie, de l'entreprise A, pardon, ouais. Et qui disait, grosso modo, là, l'entreprise B, c'est des méchants, c'est des finis, c'est des mécréants, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, diffuser ceci au plus de gens possible pour qu'on puisse mettre l'entreprise B à terre et qu'il cesse de voler l'entreprise A. Et bon. Donc, effectivement, et le message a été comme ça copié et repartagé quand même plusieurs fois, indépendamment des vérifications que les gens ont pu faire. Les gens ont juste pris pour acquis que, effectivement, l'entreprise A avait un brevet ou un brevet en instance, peu importe, qu'elle avait des droits dans un objet quelconque. Et donc, parce que B vendait quelque chose de similaire, B était donc méchant et copiait les droits de A. Or, il semble que A n'ait jamais eu ces droits-là. J'adore ta retenue, Frédéric. Évidemment, toutes les références qu'on fait sont dans les notes de l'épisode. Oui. Je vais laisser... Premièrement, c'est un dossier de 12 500 $, là, oui. Mais je vais laisser nos auditeurs aller lire la décision
pour se rendre compte du produit qu'on parle ici. OK? Parce que je trouve que Frédéric fait preuve d'énormément de retenue en parlant de produits, de brevets en attente. Je vais laisser les gens lire ça. Je m'excuse de t'avoir interrompu, je vais te laisser finir là-dessus. Ouais, ben, ce que j'allais dire, c'est que quelqu'un qui veut comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les médias sociaux et comment on peut se positionner et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux clients, c'est un excellent jugement avec lequel commencer. Oui, c'est vrai. Et là, tu m'en as donné un autre. Encore une fois, avec une décision, à moins de me tromper, là, 2000 $ ou 2200 $, là, un dossier de la Cour du Québec. Donc, on ne s'en va pas ici sur le montant des dommages. Parce que c'était pas des gros dommages, si je me souviens bien. On s'en va dans l'affaire Gendreau contre Fondation Corazon du Québec, un dossier de 2017. Je te laisse m'en parler. Il y a un peu de vol là-dedans, il y a un peu de choses, mais il y a vraiment un lien d'utilisation Facebook. Il y a plein de choses intéressantes dans cette décision-là de la juge Gosselin à Québec. Oui. Écoute, encore une fois, je ne cherche pas les dossiers les plus spectaculaires en termes d'argent. De toute façon, on est au Québec, là. Si je veux des montants spectaculaires, je vais passer la frontière au sud, puis je vais me trouver de l'argent en masse de ce côté-là pour faire des coups d'éclat. Cette décision-là est intéressante parce que ici, on voit comment on peut engager notre responsabilité dans une société à l'égard de propos diffamants, puis ça pourrait être d'autres types de dommages, mais ici, on parle de diffamation. Donc, en gros, on parle d'un OBNL qui, grosso modo, permettait à des individus d'accéder à un chien entraîné pour détecter des problèmes de diabète et autres. Donc, je résume rapidement. Un utilisateur de chien a effectivement mis la main sur un chien, avait signé un contrat par lequel il devait aider l'entreprise à se financer. Je passe vite sur les détails. Or, ça ne s'est pas fait. L'OBNL a des problèmes financiers, contacte le monsieur en question, lui dit, écoutez, ramenez-nous le chien ou donnez-nous du fric ou bon, peu importe. L'usager dit, non, je garde le chien. Et là, s'ensuit une cascade de commentaires absolument irresponsables et non professionnels, notamment de la part de l'organisation et des représentants de l'organisation. Ici, ce qui est arrivé, c'est que la directrice générale s'est mise à faire des commentaires assez personnels, mais sur le site de l'organisation. C'est inacceptable. C'est épouvantable. Il faut lire. Un des commentaires qu'elle écrit, c'est la DG de l'organisation. Comment dire, 3 petits points, je me suis fait voler mon chien, 3 petits points. J'ai voulu rendre service avec mon chien démonstrateur, 3 petits points. J'ai voulu aider une personne, il me l'a volé. Un directeur financier de la Banque de Montréal a fini par nommer le gars, c'est une DG, là, puis elle se plaint, elle vient faire sa trompe sur les médias sociaux en pleurant un petit peu sur la place publique, puis mon Dieu Seigneur, je suis une victime. Je ne vous dis pas que la personne qui a gardé le chien est correcte. Et mon propos ne sera pas là-dessus aujourd'hui. Mais on utilise le terme voler alors qu'il n'y a pas de condamnation criminelle, on ne connaît pas la situation. Pourquoi elle vient laver son linge sale en famille? Parce que c'est dans la communauté de cette organisation-là. Et plus tard, un des administrateurs, lui, utilise son compte perso pour faire des commentaires aussi. Alors qu'il est administrateur de la société, s'il garde son chapeau d'administrateur de la société, bien, qu'il fasse son truc. Il était mandaté par son groupe pour essayer de régler le problème, pas de faire des commentaires éditoriaux sur sa propre plateforme. Ouais. Donc, l'organisation, l'ADG et, si je me rappelle bien, l'administrateur aussi, ont tous été condamnés à payer des dommages à notre directeur financier de la Banque de Montréal. Mais juste s'assurer, là, c'est un dossier, c'est plutôt des commentaires sur Facebook qui ont fait boule de neige. Hein. Au départ, on parlait de 4 likes, 11 partages, et tout d'un coup, lorsque, justement, quand ils sont venus personnellement, là, et quand ils ont commencé à publier sur leur page personnelle, leur mur personnel, ça a passé sur le Huffington Post, et à partir de ce moment-là, on parle de 275 000 internautes qui suivent la page de Huffington Post, et qu'il y aurait eu des dizaines de milliers de views de ce post-là. Donc, ça implique beaucoup de choses pour
Honnêtement, très peu, là, mais c'est un peu ce que tu dis, c'est laver ton linge sale en public. Oui, ça se fait pas. Puis j'aime bien une des conclusions. Ce jugement-là est super intéressant, notamment à l'égard de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de l'entreprise, mais ça, c'est une autre question. Mais le tribunal vient quand même nous dire qu'il désapprouve l'utilisation de Facebook à des fins de défoulement ou pour faire passer sa frustration. Effectivement, que tu veuilles le faire sur ta page perso pour une question perso qui te concerne, c'est ton calique de problème. Mais à partir du moment où tu as certaines fonctions et que tu représentes d'autres personnes, dans ce cas-ci un OBNL, ça se fait juste pas. C'est pas la place, c'est pas le lieu, c'est pas la plateforme, c'est pas le bon moyen. Il n'y a aucune justification à ça. Là aussi, ça manquait beaucoup d'étiquettes. De classe. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et encore une fois, j'insiste pas sur le montant des dommages qui sont somme toute minuscules, mais vraiment plus sur les leçons qu'on doit tirer de tout ça. C'est-à-dire, en gros, là, vous vous rappelez notre deuxième critère de ce qu'est un média social, communauté, Ouais. bien, contrôle ta communauté. En gros, là, Mhm. fais attention, mets des règles en place, faites les formations internes, c'est pas très compliqué. Insistez sur l'éthique, insistez sur la politesse, insistez sur tout ça. C'est comme ça qu'on va faire un web meilleur. Si on revient 10 ans en arrière, encore une fois, à Québec, l'honorable Daniel Blondin s'est prononcé dans l'affaire Suzanne Corriveau contre Canoë, le groupe Média. Oui. Déjà en 2010, on a une juge qui commence à nous dire « Faites attention, chers médias ». Et là, Canoë, on se souvient qu'il était en ligne beaucoup, et a dit, paragraphe 112, la décision, le Corriveau contre Canoë, le tribunal doit lancer un message à tous les médias et aux sites sur Internet. C'est drôle, hein, aux sites sur Internet, qu'on ne peut faire fi de la vie des gens sans en subir des conséquences. Donc, on commençait immédiatement à penser à donner des tapes sur les mains aux médias. Encore une fois, la juge Blondin, écoute, c'est une décision qui est assez courte, mais extrêmement recherchée. Je dois dire, encore une fois, on ne parle pas de grandes sommes, en tout cas pas pour Canoë. Là, je pense 50 000 $ ou quelque chose comme ça, plus honoraires extrajudiciaires. Mais c'est encore une fois quelque chose qui est intéressant. On commence à parler de la charte. On commence à parler d'abus, 54, hein, de l'ancien code, de la Charte québécoise, l'article 49. On souligne certaines autres décisions qui ont été rendues, soit OVO, Filion-conciliation, hein, Filion-conciliation. Des choses qu'on commence à voir, là, mais là, on dit, OK, on va commencer à enligner les cordes de la diffamation avec ce qui se passe en ligne. Est-ce que je me trompe? Exactement ça. Et on est dans les premiers jugements qui commencent à être un petit peu plus costauds de 2010. Il faut se rappeler que le Web 2.0, 2003-2004, donc là, on est en 2010, le temps qu'on utilise les médias sociaux, le temps que quelqu'un se tanne assez pour prendre des procédures et qu'on obtienne un jugement, bien, on est dans les premières décisions qui portent vraiment sur les médias sociaux. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Canoë, donc Québécois, avait mis en place des règles d'utilisation. Or, une des choses qui est reprochée dans ce contexte-là, c'est de dire, bien, écoutez, vous aviez des règles en place et vous avez choisi volontairement de ne pas les suivre. Vous deviez avoir un modérateur pour la page de Richard Martineau, puis vous ne l'avez pas mis. Donc, il y a un paquet de commentaires qui sont mis à aller dans toutes sortes de directions et vous les avez tolérés. Et c'est un des messages que le tribunal a envoyé. Si tu as des règles, arrange-toi pour les suivre. Okay. Tu ne peux pas dire à tes utilisateurs que tu as des règles en place où tu vas, en fait, tu imposes des règles du jeu et tout d'un coup, toi, tu décides de ne plus suivre tes règles du jeu. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose que le tribunal vient nous dire, c'est à partir du moment où vous avez un contenu qui est potentiellement explosif, vous devez porter une attention encore plus particulière. Et dans ce cas-ci, on avait un mix extraordinairement explosif d'une avocate qui avait, semble-t-il, été un peu raide avec une témoin mineure en cours lors d'un contre-interrogatoire, abus sur mineur, un juge qui a tapé sur les doigts de l'avocate. Bien, évidemment, Richard Martineau s'est emparé de ça, a écrit quelques lignes, a droppé ça sur Canoë, puis lui est reparti, puis bye-bye, j'ai fait ma job. Et là, les commentaires ont défilé. Les avocats, c'est des ci, c'est des ça, faut-tu absolument croire les mineurs? Et là, c'est parti dans toutes sortes de directions.
Et malheureusement pour la victime ici, Suzanne Corriveau, avocate à Québec, il y avait une autre Suzanne Corriveau. Or, une s'écrit avec un S, l'autre avec un Z, mais ici, Québécois Canoë a laissé un paquet de commentaires vrais à l'égard de l'autre Suzanne Corriveau, qui vient d'une famille d'avocats ou de juristes qui semble, disons, avoir eu de drôles de fréquentations pour des avocats, pour des humains en général, mais plus particulièrement pour des avocats. En tout cas, il semblerait que Richard a eu des drôles de fréquentation, ça c'est sûr. Oui, oui. Puis on parlait du frère, puis on parlait d'autres. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on ne parlait pas du tout de la bonne Suzanne Corriveau. Et le juge est venu dire, écoutez, Québécois, pas très longtemps avant, vous avez publié des articles sur l'autre Suzanne Corriveau. Vous deviez savoir la différence entre les deux. Or, vous avez toléré des commentaires pendant beaucoup trop longtemps sur votre blog, faisant passer une pour l'autre. Et ça a pris des mises en demeure, puis ça a pris des procédures pour que vous retiriez ces commentaires-là qui étaient clairement mensongers. On ne parlait pas du tout de la même personne. Or, pour monsieur, madame, tout le monde, on pouvait facilement confondre les deux. Ça, c'est vraiment être à mauvaise place au mauvais moment, là. Oui, mais écoute, ce n'est que des décisions comme ça que tu nous amènes, juteuses, et je t'en remercie, parce que là, on passe en 2011, le juge Collin, Cour supérieure, district d'Iberville. Écoute, j'adore, décision de 110 pages, près de 400 notes de bas de page pour un dossier où la condamnation était de 35 000 $, qui inclut un centre aviaire. Et ce qu'on ressort, entre autres, c'est qu'on peut engager sa responsabilité, celui qui, en plus de ses propres attaques, permet des commentaires de tiers portant atteinte à la réputation personnelle et commerciale d'une personne soit affichée sur son site Internet. Donc, on est encore on est un peu dans la suite de Canoë. On est tout le temps dans le même thinking. On est dans la suite de Canoë, puis on est bien avant GEB tout à l'heure, qui est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on permet, on tolère. À partir du moment où vous avez un contrôle sur la plateforme, sur votre plateforme, il faut que vous preniez vos responsabilités. En gros, c'est ce que l'ensemble de ces décisions-là viennent nous dire. S'il y a un plus petit dénominateur commun à déterminer, c'est vraiment ça. Tu mets un média en place, bien, gère-le. En gros, prends tes responsabilités. Donc, aie des règles, fais-les suivre, applique-les, et tu ne peux pas te comporter comme s'il n'y avait aucune connaissance à tous les contenus générés par les utilisateurs sur tes plateformes. Plus maintenant. Et encore moins en 2020, 2021. Il y a les dommages. Un autre des remèdes, c'est l'injonction interlocutoire. L'injonction, plutôt, qui est possible. Tu me partages Google contre Accused Solutions, 2017, la Cour suprême du Canada, qui se permet de dire l'Internet n'a pas de frontières, son habitat naturel est mondial. Ainsi, la Cour prononce une injonction ayant une portée internationale afin d'assurer de son respect partout où Google exerce ses activités, c'est-à-dire mondialement. On revient aux critères de globalité que tu nous parlais au tout départ. Et là, ça commence à avoir de l'impact. Moi, ça m'a toujours un petit peu fait rire, là, nos tribunaux qui donnent des décisions qui sont extraterritoriales. Mais, bon, rire, je ne sais pas rire, mais c'est une question d'application ensuite de ça. Oui. Bien, en fait, ce qui est arrivé ici, puis ça aussi, c'est assez intéressant, et ça pose, en fait, on a une décision à portée extraterritoriale, et rapidement, on est revenu avec des questions très, très territoriales. Je vais y venir après. En gros, une entreprise canadienne distribuait les produits protégés par droit de propriété intellectuelle d'une autre entreprise canadienne. Or, le mécréant s'est mis à distribuer plus de produits ou des produits contrefaits. Tout ça pour dire qu'il s'est mis à ne plus respecter la licence. Des procédures sont prises par Accused contre le mécréant. Et du jour au lendemain, le mécréant disparaît. On ne le retrouve plus, répond pas aux procédures, on ne sait pas, mais les sites web continuent d'être actifs et régulièrement de nouveaux sites web pour continuer à contrefaire les produits de Accused. J'imagine que les avocats d'Accused se sont vraiment grattés la tête longtemps pour y aller avec une espèce de balle courbe en disant, ben si je ne peux pas y aller directement, je vais y aller indirectement. Qui contrôle le trafic web dans le monde? C'est Google qui contrôle à ce moment-là 75% de toutes les demandes faites sur le web dans le monde. Donc, on va demander à Google de bloquer ces sites-là. Okay? On n'a pas demandé à Google de retirer les sites. On n'a pas fait
annuler ou transférer les noms de domaine. On a juste dit à Google, tu vas essayer de référer ces sites-là. Et il y en avait tellement que la liste des sites à délister, si on veut, soit mise à jour aux 6 mois, tellement il y en avait. Puis c'était des pages. Okay? Or, la décision a été rendue favorablement à l'encontre de Google au Canada et je suis en train de continuer à chercher cette question-là ou à approfondir cette question-là. Mais Google s'est reviré de bord et est allé aux États-Unis en disant la décision canadienne porte atteinte notamment à mes droits fondamentaux, mon droit à la liberté d'expression, mon droit de diffuser ce que je veux, à qui je veux, comme je veux, est brimé par la décision canadienne. Toi, Cour de Californie, viens me permettre de le faire sans être illégal. Donc, on revient à des questions très, très territoriales. J'aime bien dans cette décision-là les dissidences, pareil, du côté juge Roe. Mon réflexe de base comme praticien et un gars de litige, l'ordonnance visant Google équivaut, donc c'est interlocutoire, mais équivaut en fait à un jugement final. Deuxièmement, Google est un tiers dans l'instance qui oppose les deux entreprises, que ça demande une genre de supervision que personne ne peut vraiment faire. Et ensuite de ça, est-ce que cette ordonnance-là est un moyen efficace? Puis là, tu viens de me répondre à la question. C'est clairement pas un moyen efficace. Ils peuvent s'en aller ailleurs puis demander le changement. Tu sais. En aller ailleurs, c'est-à-dire que là, on est rendu en 2020, 2021, puis il y a d'autres choses qui se sont passées quand même depuis dans d'autres affaires. Ouais. Peut-être que ces gens-là leur feraient différemment aujourd'hui. Mais s'il y a une chose que nous devons faire comme avocats et que les juges doivent faire également comme juges, puis c'est tellement facile pour moi de dire ça parce que je me présente jamais devant eux. Ça fait que je peux dire ce que je veux. Je me fais jamais regarder croche par un juge. Fait que quand François revient et qu'il a perdu son injonction, tu dis, mais moi, j'aurais dit ça. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est différent d'estrade. C'est ça. Quand François ou Dominique rentrent dans ton bureau et disent, ça n'a vraiment pas fonctionné. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc, ceci étant, cet environnement numérique est encore, somme toute, nouveau. Ça fait 25 ans. Là. En droit, 25 ans, c'est relativement jeune. Il faut pouvoir essayer des choses. Je ne dis pas que IQSTEC, c'est la meilleure des décisions ou que c'est la réponse à tous les mots, mais il fallait l'essayer. Il faut aller voir. On est dans tu parlais du droit de l'espace tantôt, on est dans des territoires vierges à certains égards. Il faut trouver des solutions originales pour une situation originale. Et ça, je m'attends à ça des avocats. Et du côté des juges, ce que j'aimerais bien voir, c'est évidemment, les juges ne peuvent se prononcer que sur la question qui leur est posée. Ouais. On n'a pas le choix. Cependant, si assez de juges font des obitaires dans le même sens, ben, on commence à donner une direction. Là. Et si on voulait avoir un système judiciaire, juridique efficace pour le numérique qui nous aide un peu à réfléchir comme société, ben, c'est ce que je demanderais aux juges de faire. Continuer à nous rendre des beaux jugements comme ceux qu'on vient de voir, étoffés, recherchés, à la limite avec le commentaire éditorial de l'obitaire pour parfois orienter ou dire, ben, s'il y avait eu tel autre élément, peut-être que, ou si ceci s'était passé, peut-être que cela, peut-être un petit peu orienté dans ce contexte-là. Ça pourrait être intéressant de lire. Tout à fait. Mais au-delà de ça, on a un dossier actuellement où on représente une société australienne contre une société canadienne pour un problème de propriété intellectuelle. Et comme dans IQSTEC, on a deux parties qui ne sont pas dans le même pays. Un utilise la propriété intellectuelle de l'autre, puis on est à 15 000, je ne sais plus combien de distance entre le Canada et l'Australie. Cependant, une des choses que les deux entreprises ont en commun, c'est une forte présence sur les médias sociaux. Donc, au lieu de prendre des recours judiciaires, on utilise chacune des conditions d'utilisation de chacune des plateformes où les parties se trouvent, puis on fait un ensemble de mini-batailles. On fait retirer des contenus, des photos, changer des noms. Donc, c'est plutôt une guerre d'usure qu'on mène actuellement en utilisant les règles propres à cet univers-là. Il aurait été, par ailleurs, et un des problèmes qu'on a ici, c'est que l'entreprise, j'ai une entreprise australienne, une entreprise canadienne, mais supposons que j'obtiens une injonction contre l'entreprise canadienne pour qu'elle cesse de distribuer, ou peu importe, au Canada, à travers les médias sociaux. Elle vend aussi aux États-Unis, en Europe, en Asie, ailleurs. Faut-il que je prenne autant de procédures dans autant de pays? Oui, mais poser la question, c'est d'y répondre. C'est ça.
C'est un peu ça. Donc, on utilise plutôt, je dirais, l'administratif ou en fait le contractuel, le contrat qui est les conditions d'utilisation pour y parvenir. Pour satisfaire mon TOC, la distance entre le Canada et l'Australie, c'est exactement à peu près ce que tu disais, c'est 14 157 km. Donc, tu parlais de 15 000 km. Donc, mon TOC est satisfait. J'ai fait de la recherche pendant que tu me parlais. On va faire la transition parce que j'adore la prochaine chose sur laquelle on va parler. La transition que je vais faire, c'est qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a des problèmes de diffamation, des problèmes d'harcèlement. On peut obtenir des dommages contre la plateforme ou celui qui détient là, ou par qui transitent les commentaires. On peut obtenir des dommages contre ceux qui font les commentaires. On a parlé d'une injonction, donc il y a des possibilités qui s'ouvrent. Là, on a perdre sa job, congédiement pour cause. Et moi, je me souviens d'avoir entendu, j'écoute tellement de podcasts de techno et de droit, je me souviens d'avoir entendu le cas de Justine Sakos en 2015, quelque chose comme ça, qui est partie de New York pour s'en aller en Afrique du Sud et elle a écrit dans Twitter « Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white ». Et là, elle rentrait dans l'avion, elle a fermé son téléphone pour se rendre jusqu'en Afrique du Sud. Pour ouvrir son téléphone rendu en Afrique du Sud, avec son Twitter qui avait explosé, à peu près 20 messages téléphoniques de ses collègues de travail ainsi que de sa famille, plein de textos, pour apprendre qu'elle a perdu sa job. Elle a été congédiée sur le champ pour avoir fait ce commentaire honnêtement déplacé, quand même que tu peux dire c'était une blague, just kidding, ou je m'en excuse. Elle avait perdu sa job entre New York et l'Afrique du Sud. Bon, il y a peut-être un petit peu de romance là-dessus, là, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est un danger. Bien, c'est un danger et si je me rappelle bien, à ce moment-là, même, on ne pouvait pas vraiment retirer ou modifier les commentaires faits sur Twitter. À un moment donné, là, Twitter était vraiment permanent et c'était très, très difficile. Mais si je me rappelle bien, encore une fois, c'est le tweet qui a été le plus repartagé cette journée-là ou à ce moment-là. Là. C'est un peu ahurissant et j'ai lu d'autres articles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Évidemment, ça circule tellement vite et tout que des gens seraient même allés l'attendre à la descente de l'avion pour prendre des photos, pour voir sa face quand elle allait lire qu'elle est congédiée. Ça va jusque-là. Là. Donc, on se comprend, les médias sociaux, ça peut être de la folie pure, mais faites effectivement très attention. Ça c'est un cas américain et malheureusement, si je me rappelle bien, là, faites Montréal, Londres, le Cap. Et elle tweetait innocemment, puis elle avait presque pas de followers. Puis elle était toute jeune, elle n'avait pas 30 ans encore. Donc voilà, mais un article récent nous rassurait et nous disait qu'elle avait retrouvé une job ailleurs. Je sais pas si je peux dire tant mieux ou tant pis, mais ceci dit, on peut se rapprocher de chez nous. Maxime Roberge, Rock Détente au Saguenay, qui a été congédié lui aussi pour un tweet, quelques tweets. Moi, je ne veux pas nécessairement les répéter. C'est pas qu'on veut se censurer, là, mais disons qu'il a vraiment terni Cœur de pirate et sali la réputation de Yann Perrault. Il en a perdu sa job. Donc, tenez-vous-le pour dit, vous pouvez perdre vos jobs pour des niaiseries sur les médias sociaux. Exact. Donc, et encore une fois, c'est l'extension du lieu de travail. Le Maxime en question, c'était un animateur bien en vue d'une station de radio bien en vue de sa région. Est-ce qu'il aurait dit ça sur les ondes? Non. Pourquoi il le dit sur Twitter? Ça ne fait pas de sens. Et là, on a le contraire. On peut pas être congédié, mais pas être nécessairement engagé. Tu nous as partagé que j'ignorais complètement, humilié par un employeur à cause d'une photo en maillot de bain. Donc, une jeune femme avait postulé sans succès et a utilisé une de ses photos en bikini publiée sur Instagram pour avertir les prochains candidats. Ça, c'est une coche en haut du manque de jugement de la part de l'employeur. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cet employeur-là, comme plusieurs employeurs, reçoivent des CV, puis avant de passer les candidates en entrevue, vont aller les stalker en bon français, vont faire le tour de Google, Facebook, LinkedIn pour voir qui est cette personne-là. Or, ici, Émilie Clos, 24 ans, avait des photos en bikini sur son compte Instagram notamment, et l'employeur a fait un commentaire à l'effet qu'on engageait les gens pour leur cerveau puis pas pour leur corps, et a utilisé cette photo-là effectivement pour la rediffuser à l'interne de l'entreprise en disant « ça, j'en veux pas ». Okay?
La figure d'Émilie Clos n'était pas cachée, là. Évidemment, jamais autorisé cette personne-là qu'elle ne connaissait pas à utiliser sa photo. Et deuxièmement, encore moins dans ce contexte-là. Donc, on ne peut pas aller chercher des photos comme on veut sur le web ou tous médias sociaux. Puis encore moins pour ridiculiser quelqu'un comme ici, là. On fait appel à toi pour nous donner les mauvais plis qu'il ne faut pas prendre. On encourage toujours nos clients à venir nous consulter ou à consulter leurs professionnels afin d'éviter en amont les problèmes. C'est quoi les mesures? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, primo, encore une fois, c'est l'extension de nos organisations. Alors, si vous avez des politiques internes sur le harcèlement, sur comment se comporter au travail, peu importe, sur l'utilisation des médias sociaux internes ou externes et compagnie, bien, vous vous assurez que les employés sont au courant de ces politiques-là, que les politiques font du sens. Vous donnez quand même certaines grandes règles, le carré de sable à l'intérieur duquel ils peuvent jouer. Ça, c'est une chose. À partir du moment où vous voulez jouer sérieusement sur les médias sociaux, c'est-à-dire avoir une page pro, avoir à la limite votre propre communauté sur un site web ou votre app ou peu importe, ben, ça prend quelqu'un de dédié à cette question-là, quelqu'un qui a un minimum de formation, qui va surveiller ce qui se passe, qui va contrôler. De la même façon que vous avez un chef d'équipe pour tel truc ou un responsable de tel autre truc, bien là, vous allez avoir un responsable des coms qui va jouer le rôle de gestionnaire de communauté. Ça pourra faire partie des jobs, ou sinon quelqu'un du groupe de dédié à cette question-là. Puis, l'idée, c'est pas que la personne en question soit 24/7 sur les médias sociaux, mais c'est de surveiller, grosso modo, ce qui se passe et pouvoir intercepter les abus quand il y en a. Ce qui est évidemment exceptionnel. Les abus sont exceptionnels? Les abus sont exceptionnels sur des sites de type Canadian Tire. OK, je comprends. Je pensais, je me disais, les abus sont exceptionnels ou pogner les abus qui est exceptionnel? Tu sais, je veux dire, j'imagine qu'il y a une Les abus difficulté. sur les sites d'entreprise corrects, puis la majorité des entreprises au Québec, la boutique, le boulanger, un cabinet d'avocats, une start-up techno, peu importe, c'est des entreprises sans trop d'histoire. Il faut juste bien surveiller. Évidemment, plus vous allez œuvrer dans des secteurs qui sont potentiellement explosifs, plus sensibles ou autres, ben, portez une attention particulière. Okay. Le moindrement que vous êtes impliqué, on le voit actuellement, là, il y a une espèce de séparation, de l'émergence de différents groupes au Québec, notamment, appelons-les conspirationnistes et autres, les non-conspirationnistes, tout ce qu'on veut. Là, il y a de tout pour tous, très coloré, du meilleur, du pire et ce qu'on veut. Mais ce genre de commentaires-là se fait généralement dans des groupes, sur des pages privées ou autres. Mais c'est rare que ce débat-là, pour ou contre le masque ou ci ou ça, va se déporter sur le site de Canadian Tire, par exemple. Est-ce qu'il y a une mise en garde tous azimuts pour, disons, les mineurs? Encore une fois, nos règles de droit sont en place. Elles s'appliquent indépendamment de où vous êtes. Mais faites attention. La LPC, par exemple, prévoit que tu ne peux pas faire de pub auprès des enfants de 13 ans et moins, de moins de 13 ans. Ben, c'est vrai aussi sur le web. Si vous avez une page d'entreprise et votre clientèle type, c'est les pré-ados, ben, faites très attention à ce que vous allez faire sur le web. Mais là, on n'est plus en matière de diffamation, on est en matière de LPC. Okay. Sinon, ben, ça demeure des mineurs. Donc, les règles habituelles de commerce à l'égard des mineurs continuent de s'appliquer même si on est sur le web. Faites attention au contenu que vous postez. Faites attention aussi, dépendant du type de site que vous opérez. Si effectivement vous avez une clientèle pré-ado, il y a du monde qui ont 13 ans pendant 5 ans. Là. On peut être qui on veut sur le web. Il faut quand même faire attention à ça. Okay. Je te dirais qu'au niveau des mineurs, ce qui va être très délicat, c'est les parents qui veulent beaucoup plus que leur enfant. Là. On va t'ouvrir un compte, puis je vais le gérer, ou ci ou ça. Ils se réalisent à travers leur enfant. Ça peut poser certains problèmes. Juste le fait que tu me le dises, ça me pose un problème. Là. Je n'aurais pas pensé ça. J'ai une autre question pour toi. Nos clients là, ont commentaires haineux, commentaires sexistes, commentaires racistes. On ne se pose même pas de questions. On les supprime? Tu retires. Oui, tu retires. En fait, ce que vous pourriez faire, c'est éventuellement de les mettre en quarantaine.
OK. Vous pourriez communiquer avec la personne qui a fait le commentaire, si c'est facile de communiquer avec elle, et lui demander soit de corriger, d'ajuster. Tu sais, la plupart du temps, les gens ne sont pas foncièrement méchants, là. Mm. Mais si quelqu'un s'obstine effectivement à laisser des commentaires qui sont définitivement sexistes, racistes, diffamatoires, voire criminels, homophobes et autres, vous enlevez ça. OK. C'est de la pollution. Vous n'en avez pas besoin, là. C'est parce que des fois, j'ai peur que ça fasse boule de neige. Qu'est-ce qu'il y en est de la dénonciation? Donc, si quelqu'un fait un commentaire haineux et là, tout le reste des utilisateurs commencent à dénoncer ce commentaire-là, ça a un effet boule de neige. Comment on gère cette partie-là? Bon, il y a différentes choses. Premièrement, moi, ma limite, c'est toujours est-ce que le propos est criminel ou non? OK. OK? Est-ce qu'il y a une menace de mort? Ça, c'est quand même plus rare. Une menace de blessure ou autre. Tout ce qui pourrait se rapporter à la criminalité, pour moi, ça, c'est un no-go. Tu appelles la police, tu dénonces tout de suite. Il faut arrêter ça, là. OK. OK? Il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'abus. Ensuite, je te dirais que selon ce que j'ai vu, selon mon expérience d'avocat qui agit là-dedans et d'utilisateurs ou de membres de certains groupes, c'est vraiment l'administrateur, l'administratrice du groupe va faire une grosse différence. Comment tu animes ton groupe, comment tu le contrôles, comment tu expulses, comment tu contrôles tes trolls, comment tu contrôles tes commentaires, c'est quoi le ton. Encore une fois, dépendant des sujets, ben, il va falloir intervenir plus ou moins. Probablement qu'un groupe de macramé, si jamais ça existe. Je te garantis que ça existe, c'est sûr. J'en ai 2 au bureau qui voulaient se lancer là-dedans pendant la pandémie, mais bon. Ceci étant, il y a probablement moins de vagues dans un groupe comme ça que ce qu'on peut voir actuellement avec les groupes dits complotistes, là, où là, ça part dans toutes les directions. Et là, il faut avoir les nerfs un petit peu plus solides, là. OK. C'est une question de gros bon sens, là. Ouais, mais il y a des êtres humains, là. Fait qu'il y a un problème de gros bon sens. Le gros bon sens est inversement proportionnel à la quantité, là. Oui, c'est ça. C'est quoi le fardeau de nos entreprises, de nos clients? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu me parles de diligence raisonnable, c'est ça? C'est quoi tu me dis? C'est quoi le gros bon sens? Bien, encore une fois, est-ce que c'est criminel ou pas, ça? On va laisser ça pour un autre podcast, mais le gros bon sens ici, c'est quel genre d'entreprise tu es et quelle est ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que toi, comme entreprise, tu es prêt à tolérer ou pas? Mhm. Jusqu'où tu veux aller, tout en sachant qu'il y a une liberté d'expression qui existe. Bon. Mais encore une fois, tu vends-tu des bottes de marche ou tu es un sex shop ou tu es un bar connu pour tes penchants extrême droite? Le niveau de langage ne sera pas le même sur chacun des sites, donc c'est vraiment délicat. OK. Il faut vraiment ajuster, mais une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous considérez que vous, sur votre plateforme, il y a un abus ou quelque chose qui est dit, qui est échangé, ne correspond pas à ce que vous voulez faire, à ce que vous êtes, vous tracez une ligne, là. OK. Et il y a des logiciels qui existent aussi pour aider à ça. Oui, tu parlais de Sentinelle, si je me souviens bien, quelque part dans... On a des logiciels québécois, il y a OK. des Européens, il y en a un peu partout. OK. Et ça commence à venir de plus en plus, là. Soit qu'ils identifient des mots puis ils te les flaguent, soit qu'ils mettent un message en quarantaine. Il y a différentes choses qui peuvent être faites aussi, là. Et on va beaucoup plus loin que ça. On inclut, certaines entreprises incluent de plus en plus des bots pour pouvoir interagir aussi avec les gens, mais restons-en plus à l'aspect diffamation. À partir du moment où vous identifiez un certain nombre de mots ou d'expressions qui doivent être mis en quarantaine, bien déjà, on vient réduire le risque d'explosion, Mhm. problème. Puis après ça, bien, ça va être au gestionnaire de communauté de décider si c'est correct ou pas. Puis la liberté d'expression, si on parlait des États-Unis tantôt, la liberté d'expression au Canada est beaucoup plus restreinte au Canada qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a presque pas de limite à la liberté d'expression. Ici, on en a quand même. Mhm. À partir du moment où tu te dis, ben regarde, moi, sur mon site, je veux que tout le monde se comporte bien. Un petit peu comme l'extrait que je vous lisais tout à l'heure, j'aimais beaucoup de la façon dont c'était fait. La section dans leurs conditions d'utilisation de leur groupe privé Facebook,
le paragraphe s'appelle « Respect, indépendamment de votre opinion. Toute personne manquant de respect seront sanctionnées, indépendamment de la position que vous défendez. Ouais. Donc, je ne te dis pas que je suis pro-ci ou pro-ça ou contre ceci, contre cela. Tu peux dire ce que tu veux, mais de façon respectueuse. On encourage le débat, l'échange. Toutes les idées sont permises, mais respectueusement. Je suis sûr que sur un site comme Parler, dont on parlait tout à l'heure, versus Le Devoir, ils n'ont pas le même degré de tolérance. Non, mais je vous invite à vous chercher un compte Parler, puis c'est peut-être ça qui va prendre la relève. On fait le 360. C'est le party présentement sur les réseaux sociaux. On intitule l'épisode « Pour que la fête continue ». Qu'est-ce qu'il nous faut pour que la fête continue? Donne-moi là, des critères, des normes claires, faciles à comprendre pour notre clientèle. Pour que ça soit, pour qu'on ait un environnement plus sain, ben, ça nous prend des pratiques plus saines. Donc, ça commence déjà par soi-même. Est-ce que vous voulez vraiment écrire tout ce que vous écrivez et vous voulez vraiment publier tout ce que vous publiez? On l'a vu tantôt, ce n'est pas nécessairement une place pour faire part de toutes nos colères et insatisfactions. Puis on n'a pas besoin de réagir à tout le temps. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, comme entreprise, disons comme chef d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez comme environnement? Si vous avez un environnement sain en présentiel, ben, arrangez-vous pour que ce soit la même chose sur le web. Okay. Donc, il y a moyen de, bien sûr, des politiques, mais moi, j'aime bien de la prévention. Une fois de temps en temps, dans les réunions d'équipe, un petit briefing sur faites attention à ceci, à cela, ou écoutez, on a vu tel type de commentaires faits sur les plateformes d'équipe. S'il vous plaît, les éviter. On va vous demander de ne pas commenter les activités internes du bureau sur vos plateformes personnelles. Bon, ça peut être le genre de truc. Ensuite de ça, comme employé, ben, respectez votre employeur, respectez vos coéquipiers déjà. Comme avocat, ben, essayez donc de voir avec vos clients comment vous pouvez les aider à encadrer. Si, c'est aussi simple que avez-vous des politiques en entreprise, des politiques sur le harcèlement en présentiel? Ben, si c'est non, ben, déjà, mettez-en une sur le présentiel puis incluez le web à l'intérieur. Si vous n'avez pas de politique d'utilisation du matériel informatique, des technologies de l'information, des plateformes, ben, c'est peut-être le temps d'en mettre une en place ou de recommander à vos clients d'en mettre ou de les accompagner dans cette démarche-là. On a vu à travers les années là, toutes sortes de politiques comme ça qui étaient adaptées. La dernière en liste étant l'utilisation de la marijuana au travail. Ben, beaucoup d'entreprises ont adopté des politiques à l'égard de la marijuana. Pourquoi pas pour les médias sociaux aussi? C'est pas très compliqué, là. Et si vous opérez, qui que vous soyez, si vous opérez une page, un site, une plateforme quelconque, établissez des règles simples mais claires et suivez-les. Donc, faire des conditions, les appliquer. C'est ça. C'est en gros, là, prudence, diligence. OK, ouais. Prudence, diligence, donc prudence, prévention et formation. La diligence, c'est avoir des choses appropriées en place. Est-ce que c'est quoi ton outlook au niveau des tribunaux? Qu'est-ce que tu t'attends d'eux? Ce à quoi je m'attends d'eux, c'est qu'on a vu des belles décisions là, pendant le présent podcast, de continuer dans cette direction-là. Les nouveaux juges ont déjà une meilleure connaissance des médias sociaux parce que plusieurs ont grandi avec, ce qui est peut-être moins le cas des juges plus vieux. Donc, une meilleure compréhension de cet environnement-là. Il y a de plus en plus de décisions qui sont rendues, ça c'est intéressant, mais vraiment d'être créatif et d'être audacieux, au moins en obitaire. Comment ils verraient les choses, comment la situation qu'il y a devant eux aurait pu être prévenue, comment on peut anticiper, comment ils auraient pu rendre une décision favorable ou défavorable, peu importe. Donc, ça peut être intéressant. Si les juges connaissent déjà mieux cette matière-là parce qu'ils ont grandi avec, mais ça va déjà être plus facile d'avoir des jugements qui sont peut-être plus appropriés à cette réalité très précise. Mais c'est pas compliqué. On a un problème qui est nouveau ou on a un nouvel environnement. Ben, il faut appliquer des pensées ou une approche différente nécessairement, adaptée à ce nouvel environnement-là. Je vais te laisser avec le mot de la fin. Jurek Klepik, qui est un stratège digital qui se spécialise là, dans les liens de
entre consommateurs, marketing, branding, l'innovation, a une... tu te partages avec moi une de ces citations et je te laisse me la dire, puis si, je te permettrai de la commenter si tu veux. Je suis tout à fait d'accord, j'y ai fait référence un petit peu plus tôt. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, bien évidemment, mais ce qui se passe sur Twitter reste sur Google pour toujours. Ouais. Et faites très attention à ça, c'est fou ce que vous pouvez retrouver sur vous-même, vos collègues, vos amis, votre famille, il n'y a pas grand-chose qui disparaît sur le web. J'ai hâte de voir l'effet, c'est quand même un autre sujet, mais l'effet du droit à l'oubli du RGPD européen et de la tentative du droit à l'oubli canadien là, avec les nouvelles propositions de loi sur la protection des renseignements personnels et autres. Mais dites-vous que toutes les conneries que vous pouvez faire demeurent. Et j'ai eu tellement de discussions avec mes enfants à cet effet-là. Là. Ah, papa, je peux-tu faire tel truc? Je vais mettre telle photo. Ça. Je dis, ouais, quand tu vas te chercher une job dans 8 ans, tu veux-tu que ça ressorte? Ah non, peut-être pas. Ben, c'est ça. Je suis plate de même. Merci Frédéric, chers auditeurs. Je vous rappelle encore que tous les liens de ce qu'on a discuté sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast Spotify, Stitcher, Pocket Cast, Apple Podcasts, Google Podcasts ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci Frédéric. Je vous invite à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives à la gestion des réseaux sociaux. Il est Fred_Letendre sur Twitter avec la meilleure photo de profil au monde. Je vous le dis. Allez voir. Frédéric, merci. Ça fait plaisir. Je vais retourner voir quelle photo ai-je bien pu mettre. Je te le dis que c'est la meilleure photo de profil sur Twitter. Tu vas être de retour sous peu, Frédéric, avec moi. On va discuter de responsabilité des administrateurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on va discuter de responsabilité des administrateurs, notamment sous l'angle numérique. Donc, on va reprendre certaines notions ou approfondir certaines notions qu'on a touchées aujourd'hui. Good. Et de façon plus large, là, rappeler aux avocats qui seraient moins familiers et aux administrateurs de société là, à quoi ils peuvent s'exposer s'ils font preuve de certains laxismes. C'est ça la super collaboration qu'on a avec Ulex. Moi, je suis HR Martin sur Twitter. Communiquez avec moi si vous avez des idées de podcast, des sujets pour un épisode de questions de preuve ou tout simplement pour discuter de droit, de justice et surtout d'accès à la justice. C'est un thème qui me touche beaucoup. Merci à Sabrina qui va s'occuper de l'édition audio de cet épisode. On se professionnalise tous. L'audio est encore de mieux en mieux. Je voudrais remercier Rosanne Bourque, héroïne méconnue, stratège communication et rayonnement chez Ulex. Elle est le lien Rivercast Media et Ulex et je tiens à la remercier. Merci à Constance qui non seulement tient la barre de cette barque qui devient tranquillement un navire qui est Rivercast Media, mais qui aussi s'assure de retirer tout le sable des engrenages de notre start-up. Merci, chers auditeurs. Vous êtes 5000 à nous écouter. Il y a environ 30 000 avocats ou juristes au Québec, donc on est bien content de rejoindre environ 15 d'entre vous. Merci, merci, merci. Écoutez-nous, c'est gratuit. Venez faire votre formation avec nous, c'est juste 10 $ par heure de formation. Ça vaut la peine, croyez-moi, de faire votre formation à la maison, dans la voiture. J'aimerais bien vous dire au gym, mais peut-être en 2021. Ce que je veux dire, c'est que le podcast dans vos oreilles respecte toutes les règles de la distanciation sociale. Ne manquez pas les nombreux prochains épisodes en collaboration avec Ulex, avocat et stratège, que ce soit avec Virginie Brien-Gagnon, Maude Fréchette, Dominique Lavigne, Bruno Provencher-Bordelot. On a déjà un épisode avec lui. Frédéric Letendre qui va revenir. On va vous revenir pour vous donner de la formation en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Abonnez-vous, faites subscribe à Questions de preuve. C'est bon pour nos statistiques, plus on a d'abonnés. Faites-nous part de vos commentaires, de vos suggestions. Nous sommes maintenant sur tous les réseaux sociaux. Questions de preuve est spécifiquement présent maintenant sur Twitter et Instagram. Rivercast est partout. Suivez-nous, on partage de plus en plus. On essaie d'être le plus ouvert possible dans le processus, le montage des épisodes, les défis et les succès. Alors abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ah oui, aussi... Avant d'oublier, le mot-clé pour cet épisode est Vegas, V-E-G-A-S. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. À la technique, Sabrina Roy. La musique et les clips audio sont de Feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Terveglioni de Music Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous,
Tout est question de preuve. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Icanos Bar à poissons, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à icanos.ca. Visitez icanos.ca pour plus de détails, ikanos.ca, en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée.